Merci. Merci beaucoup et je suis très touché de pouvoir partager un temps avec vous. Et merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette rencontre. Et je pense que c'est formidable de pouvoir échanger sur ces sujets, chose qui était à peu près impensable il y a encore quelques décennies. Donc savourons peut-être notre bonheur, puisque c'est un bonheur que de pouvoir parler de sujets réellement humains dans l'enceinte universitaire. Alors, je pense que c'est une innovation qui est, je dirais aussi, un gage presque de survie de l'université, parce que je suis convaincu que l'avenir sera dans la prise en considération des diverses spécificités humaines. Et l'université peut être fidèle à sa définition première, à l'origine même de son nom, doit être un rassemblement de personnages souvent hauts en couleur. Et Dieu sait par exemple que le petit monde qui peuplait l'université au Moyen-Âge était fait de gens très bizarres. Voilà. Et donc, nous avons peut-être cette chance de pouvoir renouer avec une sorte d'idéal des origines en matière d'universalisme, en matière d'université. Les deux mots veulent dire peut-être la même chose, ou devraient vouloir dire la même chose, justement. Mais ceci étant, j'ai envie de parler de choses un peu, comment dire, peut-être provocatrices. Donc, je présente à l'avance mes excuses. Nous parlerons peut-être, pour commencer, de l'intelligence, des intelligences. Nous connaissons sans doute cet illustre personnage, à savoir James Flynn. Donc, c'est un des théoriciens de l'intelligence humaine, et son nom a été apposé à ce qu'on appelle l'effet Flynn, donc qui avance que l'intelligence humaine augmenterait de génération en génération. À mon avis, c'est une grossière erreur. Puisque, à mon avis, l'intelligence humaine, au lieu de croître en permanence, connaît plutôt une évolution en spirale avec de lourdes rechutes régulières. Un ami autiste m'avait fait remarquer que l'axe du QI, du quotient intellectuel, n'est pas linéaire, il est circulaire. Et donc, quand on monte très très haut, quand on atteint les sphères intergalactiques, on retombe lourdement au niveau zéro, à nouveau. Et justement, telle est la question. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette prétention de vouloir évaluer, estimer l'intelligence? Prenons un cas concret. Commençons par l'exemple, je dirais, le plus frappant, l'exemple du kakapo. Le kakapo, c'est un perroquet. C'est l'oiseau le plus crétin de la création, le plus idiot de la création. Donc, c'est une espèce particulière de perroquet qui ne sait ni voler, ni marcher correctement. Du fait de l'évolution des espèces, très peu de neurones sont restés dans son cerveau et apparemment, les quelques neurones subsistants ne sont plus fonctionnels. Donc, le panorama est cataclysmique. Les spécialistes de zoologie décrivent le kakapo comme étant long, gras et idiot. Bon, là, je veux dire, difficile de faire pire. Et donc, comme je vous ai dit, il ne sait pas voler ni marcher. D'ailleurs, il a un regard très fixe. Les mâles confondent les pierres avec des femelles. Et les femelles n'ont aucun sens de l'orientation, donc ne parviennent pas à savoir d'où chante le mâle. Mais il faut dire que quand on dit chanter, le verbe est abusif. C'est une sorte de bruit désagréable, un peu comme quand votre ordinateur est cassé. C'est un peu le même genre de bruitage. Donc, c'est vous dire que vraiment notre ami le kakapo n'est pas privilégié par la nature. Mais là où je voulais en venir, c'est que notre ami le kakapo habite dans les plus beaux lieux au monde, en Nouvelle-Zélande. Des gens prétendument très intelligents s'entassent dans des petits clapiers dans les grandes villes au monde et respirent des gaz d'échappement des voitures. Eux, ils sont très intelligents. Le kakapo a les plus beaux paysages naturels au monde et il vit jusqu'à 120 ans. Voyez? Donc,
Ensuite, on peut peut-être se demander cette intelligence, qu'est-ce que cela veut dire au fond, hein? Voyez? Et je vous propose d'explorer cette piste et nous en viendrons aussitôt à l'autisme avec, je pense, notre maître à penser à tous, hein, à savoir donc un personnage qui m'inspire de plus en plus, à savoir donc Rantanplan. Donc regardons cela ensemble. J'espère que le son sera assez fort, sinon on repassera. Non, c'est pas assez fort. J'essaie de mettre un maximum et on repasse la séquence. Parce que ça démarre très fort, hein, dès les premières secondes, donc toute votre attention est requise, si vous le voulez bien. 1, 2 et 3 et 5. 1, 2 et 3 et 5. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Peut-être d'après le film, il faut conclure qu'il est vraiment crétin. Il ne sait même pas compter jusqu'à 5. Voyez? Mais est-ce que cela veut réellement dire qu'il est crétin? Parce que dire 1, 2, 3 et 5, ce peut être aussi le signe d'une grande intelligence. Pourquoi? Parce que c'est une suite numérique. C'est typiquement ce que l'on trouve dans les tests de QI. Et pour être plus précis, c'est la suite où chacun des nombres est la somme des deux nombres qui le précèdent. Donc 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. Et le nombre suivant sera 8. Bravo. Bravo. Voyez. Sauf qu'il y a quelques jours, j'étais une fois de plus en Belgique, je deviens belge petit à petit pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être. J'étais au fabuleux festival du film handicap de Namur. Et donc j'avais passé ce début de vidéo, donc 1, 2 et 3 et 5. Et au moment où j'appuyais sur pause, quelqu'un dans la salle criait déjà 8. La salle était obscure, donc je n'avais pas vu qui avait crié, mais je pense que c'était peut-être l'un de chez nous, quelqu'un de chez nous peut-être, du petit pays autistique à discuter, mais c'est une hypothèse. Donc finalement, dire 1, 2, 3 et 5 peut être un signe de grande intelligence, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ça vous permettra peut-être de mieux réussir des tests de QI. Donc, ce que je veux dire, que tout ça est très ambivalent, hein, et nous en verrons immédiatement d'autres exemples. Regardons ça ensemble, regardons la suite. Voilà, il est bon, il est grand, et il est très intelligent. Donc, ici, les animaux se moquent de Rantanplan. Ils lui disent il est très intelligent. C'est une ironie pour dire qu'il est crétin. Voyez, d'ailleurs, le cheval de Lucky Luke dit bien que Rantanplan, c'est, je crois, l'animal le plus stupide de l'Ouest. Non, c'est à peu près ça la citation. Donc, le problème, c'est que je suis convaincu que Rantanplan est bien plus intelligent que tous les animaux qui se moquent de lui. Soit dit au passage, dans l'autisme, on a exactement cette problématique de comprendre l'ironie. Hein, voyez? Les gens non autistes utilisent beaucoup l'ironie. Donc, par exemple, quand l'enseignant, le prof vous dit « Eh ben, bravo », que faut-il comprendre de cette phrase? Voyez, il y a divers sens possibles. Visiblement, Rantanplan ne comprend pas ça, mais est-ce que ça veut dire qu'il est crétin? Voyons la suite. Merci pour moi. Voyez, il est très poli et il a les bonnes manières. Il est, je dirais, presque un peu aristo. Hein, il a des manières vaguement aristocratiques. Hein. Donc, vous voyez, il fait le geste qu'il faut. Il s'exprime dans un langage plus que correct. Hein. Donc, apparemment, il est crétin. Voyons la suite. Une journée sans amis, c'est comme un fromage sans pain.
Ouais, Rentemplant s'exprime en citant toujours des proverbes, dictons et aphorismes. Son langage est relevé, et sa grammaire est parfaite. Ce qui, de nos jours, est presque pathologique ou anormal, soit dit en passage. Et sauf que cette sagesse, j'allais dire cette sapience de Rentemplant ne lui sert strictement à rien dans la vraie vie. Et nous en verrons de suite un exemple particulièrement frappant. Les amateurs des fables de La Fontaine reconnaîtront tout de suite la situation. Hé, oiseau, tu descends, comme ça on discute en mangeant ce délicieux fromage. Voyez, ce Rentemplant, là, il est vraiment socialement idiot. Parce que si vous voulez le fromage, il ne faut pas dire à l'oiseau « je veux ton fromage ». L'homme politique ne peut pas vous dire « votez pour moi, je vous dépouillerai ». Non. L'homme politique doit vous dire, par exemple, ensemble, donnons-nous les moyens du plus large rassemblement afin de générer des synergies proactives dans la construction du monde de demain. Est-ce que les gens sont dupes ou pas? Je l'ignore. Mais visiblement, il y en a qui votent pour ces individus-là, du moins pour certains. Voyez, donc à réfléchir. Mais ceci étant, notre ami le vautour n'est pas un méchant personnage. Je pense même que le vautour ici est franchement sympa. Le vautour expliquera à Rentemplant son erreur et il lui fera une sorte de leçon de coaching social ou alors dans le jargon de l'autisme, un apprentissage des codes sociaux. Voyez, écoutons la parole de sagesse du vautour. Vous le verrez, je le trouve très sympa. C'est l'exemple même du gars non autiste avec qui on aime passer du temps. Regardez ça. Certainement pas. Et puis c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Faut me dire des trucs sympas, que je suis beau, tout ça. Des trucs gentils sur mon plumage, mon ramage, enfin tout le team, tu piges? Voilà, le vautour a bien raison. Voilà, ça c'est typiquement le genre d'apprentissage qu'on pourrait proposer à nos jeunes amis autistes. Sinon, ils passeront pour idiots et ils se feront avoir. Ils n'auront pas le fromage, pour reprendre l'exemple de la petite histoire. Sauf que quel est le problème? Ce n'est pas que Rentemplant n'ait pas compris ces choses, c'est que Rentemplant refuse de mentir. Et il nous le dira très clairement. Ah oui, mais ça va pas être possible. Parce que tu es l'animal le plus laid que j'ai jamais vu. Excuse, hein, mais mentir, c'est pas bien. Dire que t'es beau, ce serait un gros mensonge. Voyez, donc fin de la carrière politique de Rentemplant. Au passage, contrairement au dicton populaire, les hommes politiques ne sont pas autistes. Hélas. J'oserais même dire que c'est aux antipodes, parce que les personnes autistes évoluent. Vous voyez, donc il y a, je pense, une grande différence. Et j'aurais beaucoup de mal à citer des autistes en politique. Voyez, et ça se comprend assez bien pourquoi. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, je ne veux pas me montrer désobligeant, mais parmi les hommes politiques, à dire européens, s'il y en a un qui m'évoque des choses, on va dire comme ça, sans doute pas pour se signifier un diagnostic, mais je pensais par exemple à Schneider-Ammann. Non, je ne sais pas. Après, je ne prétends pas le connaître, mais bon, à méditer. En tout cas, voici Rentemplant. Rentemplant va dire des choses et vous verrez, l'histoire prendra un tournant nouveau. Bon, après tout, c'est un petit sketch, donc il faut des rebondissements. Voyez ce qui va se passer. Très mal. Non mais ça va, oui. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Ah, la truffe. Voyez, donc là, ce qui devait arriver arriva, mais maintenant une grosse surprise nous attend. Parce que, en fait, c'est là qu'on apprendra pourquoi, au fond, Rentemplant voulait le fromage. Et ce n'est pas la raison à laquelle on pensait sans doute. Écoutons.
Ah, je me suis encore fait avoir. Oh, c'est du fromage de vache pasteurisé allégé pour ça. Voilà. En fait, Rantanplan voulait faire une étude chimique du fromage. Voyez, si vous avez le profil de notre camarade, du professeur Rantanplan, eh bien, vous finirez peut-être, c'est une hypothèse, comme tant de mes amis autistes qui sont wikipédiens. Je n'entrerai pas dans les détails, mais Wikipédia, c'est notre site national. Hein. Voyez, nous pourrons entrer dans les détails ensuite dans les échanges, diverses discussions éventuellement. Mais il faut toujours une moralité dans les histoires. Écoutons la morale de l'histoire. Offrir un fromage sans pain, c'est indigne d'un ami. Voyez, à nouveau, là, vous avez l'aspect aristo de Rantanplan qui ressurgit. Mais qu'est-ce qu'en retiendront les gens? Écoutons. Hein. Tralala, Rantanplan. Oui. Il est trop bête. Ah, est-ce qu'il est bête ou est-ce qu'il est intelligent? Voyez, grande question. Hein. Ah, donc à méditer. Hein. Et d'ailleurs, vous avez remarqué le petit détail qui tue, pour ainsi dire, au moment où dans la chanson on entend le nom de Rantanplan, eh bien Rantanplan dit oui. Et c'est très précisément la problématique des enfants autistes qui ne savent pas comment réagir quand vous les appelez par leur nom. Après, ils finissent par apprendre. Mais visiblement, Rantanplan, en appliquant le code social, c'est-à-dire en disant oui, eh bien, ils se ridiculisent. Parce qu'il y a le code social, mais il y a l'exception aussi au code social. Et en l'occurrence, c'était dans l'exception parce qu'on n'appelait pas Rantanplan pour qu'il signale sa présence, mais on l'appelait pour se moquer de lui. Donc il ne devait pas répondre oui dans ce cas-là. Voyez ? À titre personnel, quand j'étais petit, je ne faisais rien quand on criait mon prénom. Parce que tout simplement, quand on crie votre prénom, c'est comme crier soleil. Quelle est la consigne? Aucune, à mon avis. Hein. Je n'ai appris à répondre à l'interpellation de mon prénom que quand j'avais à peu près 25 ans. J'étais passionné à l'époque d'hébreu, moderne, biblique et d'araméen. Et donc, en suivant des cours d'hébreu biblique, nous avions étudié en cours eh bien, la réponse qu'il fallait donner lorsque Dieu ou quelqu'un appelle votre prénom. Hein. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris ce qu'il fallait dire lorsque vous entendiez votre nom, prénom. Hein. Bon, sauf qu'en l'occurrence, c'était en hébreu biblique, donc c'est peut-être un peu... il faudrait le traduire d'une autre façon. Mais donc, vous voyez, c'est une petite anecdote avec Rantanplan, mais qui nous dit beaucoup plus de choses qu'il n'y semble. Très clairement, Rantanplan ici a quelques traits, on va dire, autistiques. Je suis sûr que celui qui a fait la vidéo n'a pas du tout eu comme modèle une personne autiste. Simplement, dans les clichés sociaux, le profil le plus ridicule, c'est souvent le profil de la personne différente, de la personne par exemple autiste, puisque c'est le sujet du jour, mais il y aurait d'autres aussi profils, hélas, à citer. Et donc nous pouvons comme ça presque récupérer, recycler toutes sortes de petites vidéos pour présenter la différence, pour présenter l'autisme. J'essaye de le faire parce que j'ai la chance d'aller régulièrement dans des écoles, parler à de très jeunes personnes, bien plus jeunes que vous, hein, donc de l'autisme, et j'essaye d'adapter mon vocabulaire et ma façon de parler. Hein. Je me rends compte, ce faisant, que je suis toujours aussi décalé, mais néanmoins, j'essaye de faire des efforts en choisissant, en sélectionnant des vidéos de ce type. C'est pour cela, avec votre permission, que je vous propose une autre petite vidéo pour découvrir ensemble un autre trait de l'autisme. Alors ça, je vais fermer, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Pardon, j'étais mes petites lectures. Voilà. Donc, nous allons découvrir un autre aspect de l'autisme avec notre deuxième grand maître à penser, j'ai nommé Donald. Mais attention, Donald le canard, je tiens à le préciser parce que
nous avons quelques usurpateurs depuis peu, donc je reste fidèle, je dirais, au vrai Donald, au seul vrai, donc à notre ami le canard. Il y a dans l'autisme une particularité que l'on désigne parfois dans la littérature dite savante comme la cécité sociale, ou le fait que les personnes autistes parfois ne perçoivent pas le sens de telle ou telle situation sociale. J'aime bien l'expression cécité sociale parce qu'elle crée un lien avec l'univers des personnes aveugles. Et je suis convaincu, je pourrais argumenter longuement, je suis convaincu que les personnes aveugles et les personnes autistes ont de quoi être les meilleurs copains au monde. Et j'ai travaillé pendant de longues années pour des personnes aveugles. Et je pense que c'est un environnement particulièrement favorable. Donc, vous voyez, les handicaps ont certes des définitions médicales, mais on retrouve tant de choses en commun. Donc, trêve de bavardage, à propos de la cécité, je dis sociale, regardons ce très vieux film de Donald, 1954. Ici, ce qui se passe, c'est avant tout visuel, hein, donc pas la peine, je dis, de trop accorder d'importance à ce qui est dit. Regardons ensemble. Donc, nous découvrirons Donald, qui était à l'époque, mais aussi des... February the 29th. Dear Diary, this morning was much like any other morning, and when I took my usual walk, I had no idea that on this day I... Donc, Daisy est en train de lire un livre qui s'intitule « Comment attraper un mari » en traduction littérale. Et c'est là que l'intrigue démarre. I was destined to find the girl of my dreams. Wow. I suppose the whole thing was my fault. I was just a lonesome bachelor searching for my ideal. Oh, dear. Ah, yes, I'm quite impulsive by nature. And yet I can't say I was unhappy as a bachelor, though at times I felt I was missing something. Help! Help! Save me! Oh, darn. My technique was simple. I swept her off her feet. On arrête peut-être ici, la suite vous pouvez la voir chez vous, mais je pense que c'est une belle illustration peut-être en version canard naturellement de diverses choses. Mais il y a quelques petits secrets dans l'extrait vidéo que je vous ai passé. J'ignore si vous les avez remarqués. Voyons-en un ou deux à tout hasard. Regardons par exemple, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais dans la scène des parfums, et généralement c'est ce que mes amis autistes voient en premier, hein, dans la scène des parfums, il y a quelque chose de très particulier, dites-moi. Voilà, il y a l'un des parfums qui s'appelle l'Ecstasy. Hein, voyez? Donc, en général, mes amis autistes le remarquent en premier et vérifient si le produit était légal. C'était les années 50, l'époque bénite où tout ça était légal. Hein. Bon, en fait, c'est juste une coïncidence de nom, ça n'existait pas, le produit n'existait pas à l'époque. Hein. Mais pourquoi je vous dis cela? C'est qu'en apparence, nous regardons le même extrait vidéo, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. C'est-à-dire, les gens non autistes voient une histoire, ce qu'on appelle l'histoire réelle ou la globalité d'une scène. Les personnes autistes peuvent voir autre chose, c'est ce qu'on appelle des détails. Alors, tout ça est évidemment éminemment relatif parce que, en fait,
Ce que voient les gens non autistes, on pourrait appeler ça aussi un détail. Simplement, comme la majorité est plus forte, voyez, donc on peut faire toutes sortes de conclusions. Mais est-ce que la majorité a réellement raison? Voyez, ça c'est tout un débat qu'on peut avoir. Hein. Par exemple, je pense qu'en Suisse, on a plus de gens autistes que de gens qui parlent le romanche. Je veux dire, c'est une vérité statistique, hein, c'est une vérité statistique. Alors, est-ce que cela veut dire que relever d'un groupe, on va dire, statistiquement minoritaire, ça veut dire qu'on est dans l'erreur? Non. Voyez, c'est simplement, peut-être, on pourrait reconnaître le droit à une autre façon de fonctionner et que, par exemple, le petit extrait vidéo ou autre chose puisse avoir plusieurs interprétations. Après tout, c'est ce qui fait la richesse d'un texte littéraire ou d'une œuvre d'art, c'est qu'il y ait nombre de lectures différentes qui changent au cours des âges. Hein. Rien n'est plus triste que le fondamentalisme au sens exact, donc cette croyance qu'il n'y aurait qu'une lecture possible, par exemple pour un texte ancien. Et Dieu sait combien il est compliqué de traduire des textes anciens qui étaient, je dirais, ont été conçus dans un autre cadre, dans une autre langue totalement différente. Et je n'aimerais pas être à la place des traducteurs des vieux textes. Hein, enfin bref, c'est tout un défi. Mais il y a encore peut-être autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Daisy a fait une erreur grossière. Elle a mis une robe rouge. En général, le rouge, ce n'est pas une couleur qu'apprécient les gens autistes. Par contre, Donald, ça vous l'avez bien remarqué, il est bel et bien vêtu de bleu. Donc le bleu, couleur de l'autisme, mais aussi couleur préférée des gens autistes. C'est une question de configuration de la rétine. Donc là, en l'occurrence, Daisy a fait une erreur. Mais bon, après, est-ce que Donald était réellement autiste? Nous pourrons en discuter dans un autre petit extrait vidéo que je vous propose. Mais d'abord, avant de parvenir au stade 2 avec Donald, je vous propose une petite réflexion rapide sur ces questions de détail. Parce que finalement, à y réfléchir un petit peu, on pourrait proposer une reformulation autistique des principaux éléments de notre culture occidentale. Par exemple, nous avons des contes. Nous avons à tout hasard l'histoire, par exemple, du petit chaperon rouge. L'histoire du petit chaperon rouge est très non autistique parce qu'il y a finalement une intrigue complexe avec des gens qui font semblant, qui mentent. Enfin, c'est tout à fait non autistique. Mais peut-être qu'en reformulant cette histoire, on pourrait parvenir à une histoire autistique. Certaines personnes l'ont essayé. Regardons ensemble, si vous le voulez bien, ce que pourrait donner l'histoire du petit chaperon rouge en version autistique. Hélas, je vous préviens, dans la vidéo, il y a deux choses très insatisfaisantes. Premièrement, la musique qui est ratée. Et deuxièmement, ils n'ont pas osé aller au bout de la logique et rendre bleu le petit chaperon rouge. Mais à part cela, le film peut, je dirais, nous intéresser. Regardons-le ensemble et puis vous me direz si cela vous inspire, par exemple pour la création de futurs livres pour enfants autistes ou alors des livres pour enfants tout court qui prendraient également en considération l'autisme. C'est plutôt comme cela que je devrais le formuler. Allons-y, c'est parti.
Alors, ça vous a plu? C'est bien, non? L'histoire devient tout de suite compréhensible. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'idée pourrait peut-être être de ralentir cette vidéo parce que ça va très vite, de la regarder plusieurs fois pour les apprentissages. Mais en tout cas, je pense, quel que soit votre centre d'intérêt, quand vous êtes par exemple enfant autiste, je pense que vous trouverez de quoi alimenter votre curiosité. Chaque personne aura sans doute une réponse différente, mais à titre personnel, je suis particulièrement sensible peut-être juste avant, voyez, lorsque on voit les détails du bus, ça, c'est ce qui me plaît le plus. Voyez, ce genre de schéma quand j'étais enfant, ça c'était vraiment hypnotique, pour ainsi dire. C'est là qu'on apprend, qu'on découvre le monde. On pourrait s'amuser à réutiliser de vieilles encyclopédies. Pourquoi vieilles encyclopédies? Parce qu'elles sont souvent moins agressives sur le plan visuel. Dans les publications récentes, vous savez, un fouillis de couleurs avec des encadrés et tout ça. Les vieux livres sont souvent noirs et blancs avec plus de détails aussi. Donc, maintenant, on n'ose plus donner des détails techniques aux jeunes enfants parce qu'on croit que leur cerveau n'est pas capable de traiter des informations. Donc, bref, mais je pense qu'au contraire, on pourrait peut-être s'inspirer de ces choses-là pour donner à réfléchir, presque à manger sur le plan intellectuel à nos jeunes et moins jeunes amis porteurs d'autisme. Donc à réfléchir s'il y a parmi nous des gens qui souhaitent se destiner à la création de livres pour enfants, qui prennent en compte diverses façons d'apprendre, divers styles cognitifs, on pourrait presque le dire comme cela. Peut-être que c'est un vrai métier d'avenir. Là, on a vraiment tout un champ à explorer ensemble, si ça vous intéresse. Je vous avais parlé un peu de Donald, mais Donald nous permettra d'explorer encore bien d'autres facettes de la différence. Regardons ensemble une vidéo encore plus ancienne de Donald. C'est vraiment l'une des premières où il apparaissait en tant que tel, ou en tant que sous sa forme connue. Donc regardons, c'est une vidéo donc de 48 et on aura une réflexion justement sur le langage. Comme à l'époque Donald n'était pas connu, le générique d'ouverture nous présente Donald. Regardons ça ensemble. Donc il y a la nature la plus douce, on pourrait le traduire comme ça. Devine qui c'est. Qui jamais ne commence une dispute, qui ne se départit jamais de son sang-froid, qui n'est jamais dans le tort mais toujours dans le juste ou dans le vrai, qui jamais ne commencerait une bagarre, mais sur qui le mauvais sort s'acharne, ou alors qui porte la poisse. Ça fait un point en commun entre Donald et moi. Méfiez-vous, je porte la poisse. C'est donc Donald. Accueillons-le comme il se doit. Voyez? Donc les observateurs les plus attentifs ont remarqué que Donald s'habille en bleu, qu'il porte une espèce de chapeau ou casquette. Pourquoi cela? Parce que si vous avez une casquette, eh bien ça coupe la moitié, sinon plus, des agressions lumineuses, en particulier dans les lieux où l'éclairage n'est pas conçu de façon autistique, pour le dire ainsi. Voyez? Donc avoir une casquette, c'est formidable. Simplement, question à vous, est-ce que je peux venir à l'école avec ma casquette à méditer? Donc, bref. Aussi, vous avez remarqué que Donald marchait bizarrement. Vous allez me dire, ah, mais c'est un canard. Certes, c'est un canard, mais vous savez, dans le monde de l'autisme, il y a beaucoup de gens qui marchent, on va dire, autrement. L'autisme, c'est aussi assez souvent un handicap moteur.
Alors, il y a divers, on va dire, modes d'expression de cette particularité motrice. Il y a par exemple les personnes chez qui c'est juste une façon bizarre de marcher. C'est le cas de votre serviteur. Donc, au choix, certains l'expliquent parce que je serai curé. Donc, à ce qui paraît, j'ai une tête de curé. Donc, beaucoup de gens le croient. Peut-être qu'à force de tirer la soutane, ça donne une démarche particulière. Dans d'autres pays, on me croit rabbin, quoi. Donc, on me fait comme ça que j'ai oublié ma kippa. Enfin, il y a d'autres personnes pensent que je marche bizarrement parce que je suis étranger. Donc, comme vous le savez, les étrangers se déplacent à quatre pattes et donc ils ont un peu de mal à marcher sur deux pieds. Voyez. Donc, chacun y va de son explication. Mais chez certains de mes amis autistes, cette difficulté pour se déplacer devient plus critique. Monter et descendre un escalier est un problème pour beaucoup de personnes autistes. Et pas à cause d'un handicap supplémentaire. C'est véritablement l'expression d'une difficulté motrice ou alors problème typique lorsque vous montez ou descendez du bus. Voyez, il y a le problème du dernier pas ou alors du premier pas lorsque la plateforme n'est pas à hauteur du bus. Pour nos amis londoniens, c'est le fameux gap. Je connaissais le métro de Londres. Voilà. Donc, ça, c'est à réfléchir. Dans certains cas, j'oserais dire extrêmes, mais qui statistiquement sont relativement fréquents, tout est relatif, certaines personnes autistes ne peuvent se déplacer qu'avec des béquilles. Et je précise toujours en l'absence d'un autre handicap. Vous pouvez évidemment être autiste et en fauteuil roulant à cause d'un quelconque problème autre. Mais dans certains cas où il n'y a que de l'autisme, il peut y avoir un handicap moteur. Mais Donald a aussi une autre particularité, pas que simplement liée aux pieds. Regardez attentivement dans l'extrait qui va suivre ses mains ou alors ses ailes. Je ne sais pas quel terme utiliser s'agissant d'un canard. Regardons ça attentivement et je pense que nous verrons un autre phénomène passionnant. Vous avez vu? Vous voyez, en termes techniques, on appellerait ça le flapping. Oui, beaucoup de gens font ça. Alors, les petits le font tout le temps, les grands parfois le font uniquement quand ils sont seuls. Donc quand j'étais petit, j'adorais faire comme ça. Alors, maintenant, quand je suis censé être distingué, quand il y a du monde, et quand plus personne ne regarde. Voilà. Vous voyez. Bon, mais vous avez peut-être aussi remarqué quelque chose d'autre. Donald se brosse tout le temps. Voyez, il adore la propreté. Beaucoup de mes amis autistes sont comme ça. Ils n'aiment pas quand c'est bordélique. Voyez, quand tout est désordonné, etc. Donc, parfois, entre amis autistes, on bavarde pour savoir quel serait un pays chouette pour vivre. L'une de nos pistes, c'est Singapour. Singapour, à mon avis, c'est une petite dictature autistique. Tout doit être propre, rangé à l'heure, sinon peine de mort automatique. Ça, il n'y a pas en Suisse. Bon, après, moi, ça me convient bien, Singapour. J'aime beaucoup Singapour. Je n'y suis allé que 2 fois, mais j'aime beaucoup. J'ai des amis autistes qui sont partis y vivre. Je connais aussi des gens non autistes qui ne peuvent pas y vivre. Et j'ai découvert aussi, il y a 10 jours, on m'avait fait ma première conférence au Liechtenstein. Ça, c'est bien aussi, le Liechtenstein, en termes d'ordre. Mais bon, pensons, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, pourquoi Donald est tendu? Il est en fait très angoissé. Pourquoi? Parce qu'il a un nouveau métier. Il est vendeur de brosses. Alors, vous savez, être vendeur de brosses, c'est peut-être le métier le plus dur pour les gens autistes. Les gens autistes peuvent avoir beaucoup de talent, mais être vendeur ou commercial, c'est pas forcément ça. Si vous voulez causer la ruine de votre entreprise, embauchez-moi comme commercial. Voilà.
Ça me fait toujours penser à mes amis aveugles, hein. Donc les aveugles peuvent vouloir exercer tous les métiers, mais peut-être que chauffeur poids lourd, c'est pas encore à l'ordre du jour. Donc peut-être que dans l'autisme, c'est un peu pareil. On peut exercer à peu près tous les métiers, mais il y en a quelques-uns que tout simplement ça ne marche pas. Et commercial ou, comme on dit maintenant, marketing, hein, ça, c'est pas forcément notre truc. Donc, mais Donald est très courageux, il n'a pas le choix, il essaiera de vendre sa première brosse. Regardons la scène, nous la commenterons ensuite. I can't understand a word you say. Beat it. Donc reprenons la scène. Donald s'est très très bien préparé. Hein, vous l'avez vu, difficile d'être mieux préparé que lui. Et on doit aussi saisir un peu toute l'anxiété et le travail que ça demande. Hein. Donc il finit par frapper à la porte. Et là survient le moment absolu de panique. C'est ce qui arrive souvent. On ne sait plus quoi dire lorsque la situation sociale effective commence. Nous allons à la boulangerie, par exemple. Nous avons très bien répété le script de ce qu'il fallait dire. Mais au moment où c'est votre tour, on ne sait plus. Voilà. Et donc la seule solution parfois c'est de s'enfuir en courant en laissant l'argent à la boulangerie. Hein. Typique, je faisais ça pendant un certain temps. Voilà. Donc Donald se reprend et il commence un numéro vraiment parfait. C'est-à-dire il est extrêmement poli, extrêmement respectueux. Il fait la révérence, il soulève son chapeau et il dit une phrase très jolie en articulant le mieux possible. Bonjour monsieur, ne voudriez-vous pas acheter cette très belle brosse? Mais simplement Donald a un handicap d'élocution. Hein. Pendant longtemps, je pensais que c'était la façon de parler des canards. Mais en fait, non, parce que par exemple, Daisy ne parle pas comme ça. Pourtant, elle appartient à la même espèce, si j'ose dire. Hein. Donc là, c'est vraiment un handicap spécifique à Donald. Et du coup, le monsieur ne comprend rien. Et le monsieur le lui dira, écoute, je ne comprends rien à ce que tu racontes. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais simplement le monsieur se croit permis d'agresser physiquement Donald. Vous l'avez vu. Hein? Il approche comme ça ses doigts, hein, il repousse la tête du canard en arrière. Alors, théoriquement, qu'aurait dû faire Donald? Donald aurait dû, par exemple, s'indigner, dire « Pourquoi vous m'agressez? Je ne vous ai rien fait. » Ou alors menacer de contacter SOS Canard ou quelque chose. Hein? On s'attendrait à une réaction de ce type. Eh bien non. Donald, au contraire, a une réaction très soumise. Et il dit « Yes, sir ». Ça, c'est tellement typique, hélas. Des gens autistes, même victimes des pires abus, ne réagissent pas. Et je me permettrai de le dire maintenant parce que j'ai peur de ne pas réussir à traiter le sujet comme il faut dans le laps de temps imparti. Il y a des thématiques très lourdes comme cela. Les violences que subissent les gens autistes sont parfois très graves. Et une mention hélas particulière pour les viols subis par tant de femmes autistes dont on ne parle jamais. Donc c'est une problématique très lourde et j'espère qu'un jour on réussira à en parler de façon plus ample. Donc en tout cas, notre ami le canard, hein, comme les gens autistes, et ce n'est pas un syndicat, l'autisme n'est pas un syndicat, parce que quand le syndicat veut quelque chose, il vous l'exprime clairement. Pas le canard, pas les gens autistes. Hein. Par contre, lorsque la porte se referme, c'est là ce que beaucoup de parents connaissent. Il y a un petit moment de crise, hein, donc ce qu'on appelle les comportements défis. Utilisez le terme qui vous plaira. En version canard, ça donne à peu près ça. Voilà. Ensuite, on dira l'autiste fait sa crise. Non, il ne fait pas sa crise. La crise résulte de causes matérielles.
Elle n'est pas due à l'autisme en tant que tel, ou elle n'est pas due à la conjonction des astres, comme on le croit parfois. Il y a toujours des causes rationnelles qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a pas perçues, certes. Mais passons au client suivant, si vous permettez. Vous avez entendu? Ils n'ont aucun respect pour un homme qui travaille dur. Visiblement, il se prend pour un être humain, quoi. Il n'est qu'un canard. Mais bon, au-delà de l'anecdote, la reconnaissance de l'humanité des personnes différentes, des personnes autistes en l'espèce, c'est un combat qui est loin d'être gagné. Et je le dis en pesant mes mots. L'humanité, ce n'est pas que juste manger à heures plus ou moins régulières. Hein. L'humanité, c'est de reconnaître l'autre comme étant capable d'avoir des aspirations, d'avoir un projet de vie et de vouloir façonner sa vie et sa personne suivant ses propres idées. C'est fondamentalement cela. À mon avis, l'une des plus belles définitions de l'être humain, c'est celle que donne Pic de la Mirandole, hein, dans De Dignitate Hominis, hein, de la dignité de l'être humain. Et cette phrase était d'ailleurs la phrase chérie de l'écrivaine Yourcenar. Hein, je la déforme et la cite donc de mémoire. Hein. Donc la différence entre l'être humain et le reste, il cite dans cet univers de la Renaissance les créatures, les anges, etc., c'est que l'être humain peut se façonner lui-même. Hein. Il utilise la métaphore du sculpteur qui se façonnerait lui-même. Et je pense que ça, c'est véritablement quelque chose qu'on a souvent oublié dans le domaine du handicap, que ce n'est pas le handicap qui doit définir la personne, mais c'est le projet de la personne, hein, et son parcours de vie, d'ailleurs, si possible, défini par cette personne elle-même. Hein. Mais donc, passons au deuxième client. Ce sera une cliente. Regardons ensemble. Et les reflets, hein, ça c'est très autistique, hein, mais bon. Good morning, madam. I have some wonderful brushes for sale. How dare you use such language in my presence? Voyez? Donc la dame utilise une forme d'accent semi-britannique. À l'époque, c'était très coté, hein, en Amérique. Hein. Ça indiquait vraiment les couches sociales les plus élevées. Hein. Donc visiblement, la dame appartient à une catégorie sociale élevée. Mais est-ce que l'accueil est meilleur quand vous allez vers des catégories sociales élevées? Pas toujours, loin de là. C'est pour cela que j'ai tendance à recommander aux jeunes amis autistes, pour vous faire des amis, n'allez pas voir le gars le plus populaire dans votre classe. Il aura 20 autres amis, hein, il ne s'intéressera pas à vous. Essayez d'aller voir plutôt les gens non populaires. Par exemple, des personnes, d'autres élèves, d'autres enfants porteurs d'autres handicaps, par exemple. Allez voir, par exemple, les gens étrangers. Là, on peut se faire des amis plus facilement. Par application, je peux aussi dire que plus vous allez loin de chez vous, moins vous paraîtrez handicapé, parce que le décalage culturel gommera une bonne partie de votre différence. Pendant un certain temps, j'avais vécu et travaillé en Iran. J'avais été prof à la fac de Téhéran. Et donc, en Iran, c'était génial. C'était à l'époque d'Ahmadinejad. Les gens n'avaient jamais vu d'autres occidentaux que moi. Donc, ils pensaient que tous les occidentaux étaient comme moi. Ailleurs, et donc je n'étais plus bizarre. J'étais l'honorable visiteur, que la paix et la bénédiction soient sur lui. C'est pas beau ça, voilà. Donc peut-être, et c'est tout, je ne veux pas entrer dans cette rubrique-là parce qu'on n'en aurait absolument pas le temps, mais c'est la thématique du voyage. Un certain nombre de gens autistes porteurs d'autres handicaps vont en voyage, et ce n'est pas un hasard si par exemple mon ami Alexandre Jolien aime tant certaines cultures asiatiques. Hein, donc, indépendant, je dirais, du label médical qui évidemment est variable, on retrouve tant de choses en commun. Mais très rapidement, juste ultime tentative, et ça clôturera nos aventures de canard. Troisième tentative de vente.
in the spirit, just a dash. Listen, Mac, don't come around here mumbling like an idiot. Ah, là, je pense que c'est génial, c'est tout en finesse, tout est dit. Donc, le monsieur ici est extrêmement violent, il agrippe notre canard et il lui crie « Écoute, toi, ne viens pas ici pour marmonner comme un idiot. » Et que fait Donald? Il se met vraiment à marmonner. Je pense qu'en pédagogie, vous me corrigerez si je me trompe, en pédagogie, on appellerait ça l'effet Pygmalion. Hein. Donc, pour le dire avec mes mots de béotien, c'est le fait que les enfants tendent à devenir ce que l'on croit qu'ils sont. Et donc, si on décrète que, par exemple, cet enfant-ci n'apprendra jamais rien parce qu'il est crétin, donc on ne lui apprendra rien et en effet, il ne saura pas ces choses. Et ensuite, 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, on me dira « Ah, mais Joseph, c'est très bien ce que tu racontes, mais tu vois bien, il est déficient. » Oui, mais est-ce que ce n'est pas surtout l'éducation qui a été déficiente concernant cette personne? Donc une réflexion quelque peu lourde. Évidemment, j'allais vous poser juste une dernière question à propos de Donald avant de passer à la conclusion. Imaginez, chers amis, que vous ayez le même défaut d'élocution que Donald et que votre entourage réagisse exactement comme ce que nous avons vu. La question à 1000 francs, c'est la suivante. Est-ce que vous continueriez à tenter de vouloir parler avec les gens? Mais non, il faudrait être fou, suicidaire ou masochiste pour le faire. Voyez? Donc, les personnes autistes non-verbales ne sont pas non-verbales par défaut d'intelligence. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, des questions sensorielles, des questions d'absence d'éducation. C'est un sujet véritablement passionnant. Si je peux me permettre une remarque quelque peu personnelle, vous l'avez compris, j'ai un certain défaut d'élocution. Ce qui me vaut des réactions pas toujours agréables ou aimables dans mes interactions. Quand je suis dans divers pays en voyage, alors ma bizarrerie d'élocution est bien sûr attribuée à mon accent étranger. Hein. Mais en français, je n'ai pas forcément de recours immédiat. Voyez-vous. Donc je peux toujours dire que je suis belge, ce qui n'est pas vrai. C'est une tentative d'explication, comme une autre. Voilà. Mais c'est d'ailleurs pour cela peut-être que je gagne ma vie en travaillant pour la radio. C'est d'une ironie invraisemblable de la vie que le gars qui a un défaut d'élocution bosse à la radio. Ben, c'est comme ça. La vie est pleine de surprises et quand on est porteur de handicap, l'une des plus grandes joies, c'est de faire mentir justement je dirais, de ces faux pronostics. On veut des diagnostics, mais on ne veut pas de pronostics. Peut-être pour la conclusion, j'allais m'adonner à un petit rituel, je crois, non-autistique. Je crois que les non-autistes adorent montrer leurs photos de vacances. Donc je vais faire pareil, non, si vous me le permettez. Mais bien sûr, j'ai une idée derrière, ce n'est pas juste pour montrer des photos. Donc cet été, je me suis permis une petite folie, je suis allé en Islande. Je voulais apprendre un peu d'islandais. C'est d'ailleurs très drôle, je suis tombé sur le même prof que celui qu'avait eu mon ami Daniel Tammet. Donc du coup, les ragots ont pu circuler. L'Islande est petite. Et donc, ensuite, pendant quelques jours, je suis allé au Groenland. Et lorsque j'en ai parlé par email à des amis autistes, ils m'ont presque tous répliqué, mais c'est une absurdité parce que logiquement, l'Islande, qui est un pays vert essentiellement, ne devrait pas s'appeler Islande. Is, c'est la glace. Donc, elle devrait s'appeler Groenland, pays vert. Et c'est le Groenland qui devrait s'appeler Islande. Voyez? Donc, en effet, il y a un chiasme, il y a une permutation dans les mots. Mais ça, je réponds à mes amis, mais pour connaître la raison de cette inversion, il faut lire la saga d'Éric le Rouge. La raison y est donnée. Bon, je n'entre pas dans les détails. Le Groenland
Le Groenland, c'est génial pour nos amis autistes. Voici la capitale hein, en plein été. Donc vous ne souffrirez ni d'une luminosité excessive, ni de voitures qui passent constamment. Hein. Il y a parfois des motoneiges qui passent, mais sinon c'est très tranquille. Donc assez autistique. Et le groenlandais comme langue, c'est génial. Hein. En particulier parce que je n'ai jamais réussi à savoir comment dans les langues européennes on faisait varier le ton de voix en fin de phrase pour marquer des questions, par exemple. En groenlandais, ce problème est résolu parce que pour poser une question en groenlandais, vous conjuguez le verbe au mode interrogatif. Ce n'est pas beau, ça. Mais, sauf qu'en Groenland, une catastrophe s'est passée. Et désolé. Et une catastrophe s'est passée, c'est l'anecdote terminale. Quelque part dans le nord, hein, je n'ai pas de pointeur, mais vers le nord du Groenland, en l'an 1475, une famille était en voyage et visiblement ils ont été pris dans une tempête de neige. Et donc la famille a péri. Hein, hélas, ils sont morts. C'est une tragédie. Donc ensuite, les neiges et les glaces ont recouvert les corps et le tombeau est resté en l'état pendant des siècles. Ce n'est que, si j'ai bonne mémoire, en 1970 que des explorateurs ont découvert ce lieu et en ont tiré ce qu'on a appelé depuis lors les momies du Groenland. Et ces momies sont exposées au Musée national de Nuuk. Et vous avez probablement vu au moins l'une de ces images, parce que dans la petite famille, il y avait un enfant, il y avait un bébé pour être plus précis. Donc cette photo, ça fait un peu partie des images un peu qui peuvent marquer. Donc regardons ça. Voici donc le bébé, il avait peut-être 6 mois. Hein. Donc quand on regarde un peu le corps, on peut observer qu'il est bien vêtu. Hein. Il y a des fourrures. À l'époque, au Moyen-Âge, dans le nord du Groenland, les fourrures étaient très précieuses. Donc, son groupe a vraiment investi hein, dans le bébé. Hein. D'autant plus que les vêtements sont à la bonne taille. Et Dieu sait qu'il est compliqué de vêtir des enfants qui poussent vite. Hein. Ça, c'est quand on ne peut pas acheter au magasin les nouveaux vêtements. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui en prenait très bien soin, avec des détails comme par exemple les espèces de lacets autour des chevilles pour qu'ils puissent bien bouger. Mais l'ultime secret presque du bébé, c'est que si vous regardez son visage, vous voyez, il était porteur du syndrome de Down, de la trisomie 21, en d'autres termes. Donc, comment se fait-il qu'une culture qu'on a méprisée, qu'on a assimilée vraiment à un état animal ou presque de l'être humain, d'ailleurs les colonisateurs danois disaient jusqu'à une époque récente que les habitants du Groenland sont les chiens du traîneau et les indigènes. Hein. Donc, vraiment, il y avait un mépris absolu pour la culture locale. Comment se fait-il qu'une telle culture sache se chérir, sache prendre soin d'un petit gamin qui était quand même handicapé, tandis qu'une culture humaniste, moderne, progressiste, orgueilleuse, culture occidentale, souvent liquide ces petits-enfants? Voyez, à réfléchir peut-être. Comment se fait-il que, par exemple, en Belgique, les principales causes d'euthanasie soient premièrement la dépression et deuxièmement l'autisme? Ça peut nous donner à réfléchir peut-être. Alors, pardon de finir sur cette note-là. Merci de votre attention. Voilà, merci Joseph Chovanec. Des questions? Un commentaire. Quelle magnifique démonstration en images qui permet de regarder avec de nouvelles lunettes et mieux comprendre l'autisme. Merci pour ce partage et votre humour. Merci à vous. Merci. Il y a plusieurs likes, hein.
Bien. Peut-être des questions dans la salle? Vous nous avez donné à penser. Tout était très clair, oui. Bien. Une question. Je vous amène le micro. J'aurais une question. Si d'autres autistes vous entendent, qui sont dans une situation, qui sont plus jeunes, qui n'ont pas encore fait le pas, de pouvoir se mettre devant les gens, discuter, d'être dans la société, est-ce qu'ils sont obligés d'être dans une situation semblable à la vôtre pour pouvoir s'y identifier, ou est-ce qu'ils peuvent, par votre exemple, en tirer des conclusions? Alors ça, je pense que pour moi, ce serait très important parce que je vis dans un cas comme ça. Je voudrais bien pouvoir présenter votre parcours ou un parcours similaire à un jeune, mais si ça ne lui parle pas, parce que lui, il ne parle aucune langue en dehors du français, bon, il parle très très bien la langue française, mais il n'arrive pas à parler d'autres langues, il n'est pas fort en maths comme c'était présenté avant. Donc du coup, est-ce qu'il arrive à s'identifier, et si oui, quelle démarche est-ce qu'on devrait prendre, ou est-ce que je devrais prendre pour l'amener plus loin? Merci beaucoup pour votre question. Naturellement, chaque personne a ses particularités, son profil, ses envies, ses rêves. Chaque personne aussi a un profil dynamique, c'est-à-dire qu'on apprend au cours de la vie. Les compétences ne sont jamais figées, que ce soit en maths ou ailleurs. À titre personnel, je me permets néanmoins de préciser que je triche quelque peu parce que cela fait déjà tant d'années que tous les jours, plusieurs fois par jour, on me demande de faire des présentations sur l'autisme. Donc même quand on est très mauvais pour faire quelque chose, au bout de tant d'années d'acharnement thérapeutique, on finit peut-être par acquérir certaines esquisses de compétences, du moins dans ce domaine-là. Et c'est ça aussi l'un des problèmes, et qu'à force de faire des conférences, les gens pensent que mes compétences dans d'autres domaines de la vie sont en proportion, ce qui est faux. Mes compétences sociales réelles sont bien plus faibles que ce que certaines personnes s'imaginent. Et c'est d'ailleurs une cause, on va dire, de choc récurrent. Des parents viennent me voir, par exemple, et ils constatent presque horrifiés qu'en fait leur enfant a plus de compétences sociales que moi. Voyez? Et donc il y a des moments parfois de malaise. Je fais partie peut-être d'une génération encore qui durant son enfance n'avait pas eu accès à des solutions dignes de ce nom. Donc du coup j'ai connu la psychiatrie pendant des années, j'ai connu toutes sortes de situations très peu joyeuses. Et même à ce jour finalement, je ne veux pas entrer dans des jérémiades, mais bon, par exemple, je ne suis jamais allé chez le coiffeur, d'où d'ailleurs ma sympathie pour les gens aveugles qui ne sont pas gênés par cet état de fait, où je n'ai pas de logement, je ne sais pas conduire une voiture, par exemple. Oui. Donc, finalement, je dirais, j'ai peut-être un profil plus proche des gens hors scène, on va dire, hors numéro de presque cirque autour de l'autisme. Dans la vraie vie, il y a des liens parfois très forts qui peuvent se faire avec des gens autistes parce qu'on fonctionne finalement de façon très proche. Et le fait, par exemple, d'avoir sur un point particulier un certain type de compétences, ça peut s'acquérir. Nous essayons justement de pousser les gens autistes dans différents
pays à prendre la parole pour militer, pour intervenir en public. La donne n'est pas gagnée, c'est plus compliqué qu'elle n'y paraît, notamment dans l'espace francophone, pour diverses raisons, je dis, culturelles ou autres. Donc on essaye de pousser, mais c'est plus compliqué qu'elle n'y paraît. Et je me permettrai aussi de dire peut-être un dernier exemple qui fera rire. On peut apprendre à tout âge de la vie. Par exemple, cette année 2017, j'ai appris à faire du vélo. Voyez, comme quoi, je ne suis pas champion, très très loin de là. Mais rien que de tenir sur un vélo et de pouvoir rouler, c'est chouette, non? Voyez, donc comme quoi on découvre des choses même à l'âge avancé qui est le mien désormais. Voilà. En tout cas, je pense que c'est dans les rencontres qu'on peut faire ensemble des choses. On appellerait ça peut-être la paire-émulation dans le jargon technique. Je ne sais pas si ma réponse est correcte. Bien, merci. Je crois qu'on peut terminer sur ces 2 derniers commentaires. Merci d'être vrai. Et merci pour votre magnifique témoignage si éloquent et subtil. Vous avez trouvé une voie magique chez les neurotypiques, l'humour.